Donc oui, comme je vous le disais, donc on assiste à des transformations du monde agricole avec l'arrivée de ces nouveaux profils. Et la piste qui nous semblait intéressante, c'était de voir comment ces nouveaux profils pouvaient se mêler aux profils qui sont déjà en place et qu'est-ce que ça pouvait apporter potentiellement comme collaboration, évolution de pratiques et comment finalement on pouvait arriver à faire en sorte que ces mondes se croisent, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Et donc on voulait échanger avec vous sur cette thématique ce matin. Donc je présenterai les intervenants un peu au fur et à mesure. Je voulais commencer par toi, Cécile. Donc tu es sociologue, tu as fait ta thèse justement sur le sujet de ces néo-agriculteurs. Peut-être est-ce que tu peux rapidement nous décrire la diversité d'ailleurs de profils qu'il y a, parce qu'en fait, quand on parle de néo-agriculteurs et de néo, ça recouvre des réalités différentes. Donc si tu peux peut-être nous partager ça dans un premier temps. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, peut-être pour resituer un petit peu, non, je n'ai pas fait ma thèse sur les néos. J'ai fait ma thèse sur la multiplication des dispositifs de soutien à l'installation en agriculture. Donc, bien évidemment, ça embrasse la question des profils de candidats à l'installation qui sont très nombreux. Aujourd'hui, d'où je veux vous parler, donc effectivement, de cette thèse que j'ai soutenue l'année dernière en septembre, mais aussi d'un post-doctorat que je viens de terminer et qui portait justement sur cette question des nouveaux actifs agricoles. Donc, le ministère de l'Agriculture, via le Centre d'études et prospectives, a lancé un appel à projet pour mieux comprendre justement qui étaient ces nouveaux actifs. Et par nouveaux actifs, il entendait les nouveaux profils de type non issus du milieu agricole, en reprenant le fait que le CGAER donc, disait que NIMA, c'était un terme un peu trop péjoratif, de définir par la négative donc des personnes voilà, qui s'impliquaient dans le domaine agricole. Mais pour autant, cette qualification de nouveaux actifs, nous, il ne nous a pas satisfait non plus, parce qu'en fait, il masque toute la diversité de ces candidats à l'installation. Et donc, c'était tout l'objet de recherche pendant un an d'essayer de qualifier donc, qui étaient ces nouveaux actifs sans prendre en considération cette question de l'origine agricole ou non. Et donc, je suis partie, moi, à la rencontre donc, de 66 personnes récemment installées depuis moins de 6 ans pour voir d'où elles venaient, quels étaient leurs profils, pourquoi elles avaient voulu s'installer en agriculture et surtout sur quelle structure d'exploitation elles l'avaient faite. Parce qu'en fait, on s'est dit dans le projet de recherche, c'est un petit peu trop restrictif de considérer que l'origine sociale des porteurs de projet et donc d'aller aussi croiser avec la structure. Et donc, pour rapidement balayer un petit peu toute cette diversité qu'il y a, finalement, l'origine agricole, elle n'est pas si déterminante que ça dans les profils, parce qu'on a aussi énormément de personnes donc, issues du milieu agricole. Donc, cette définition, elle est pas stabilisée, hein, tout le monde a un peu la sienne. Donc certains vont dire que c'est les parents qui sont agriculteurs, d'autres qui vont dire que c'est les grands-parents. Et après, qu'est-ce qu'on fait des enfants de salariés agricoles, des enfants de propriétaires de terres agricoles. Enfin voilà, tout ça est un peu flou pour déterminer finalement qui est ou pas du monde agricole. Et donc dans les 66 personnes qui s'étaient reconverties, donc qui se sont installées, pardon, j'ai fait un lapsus. Ce qui est important de remarquer, c'était que 80% d'entre elles l'avaient fait suite à une reconversion professionnelle, donc soit d'un milieu extérieur au monde agricole, donc pour la moitié d'entre elles, soit après une bifurcation directe après leurs études, donc elles avaient pu partir en géographie, sociologie, anthropologie, médecine, etc., médicale, informatique, graphisme, et ont tout de suite décidé d'enchaîner sur des études agricoles dans le but de s'installer. Donc c'est assez édifiant. Donc le petit biais de l'enquête, c'est que moi j'ai travaillé sur 3 départements qui sont la Lozère, le Gard et l'Hérault, donc ça peut effectivement être considéré comme des territoires assez attractifs. Mais finalement cette question de la reconversion pour moi est centrale. Et donc plus que le profil, en fait, c'est cette question de l'expérience et de la formation agricole qu'il faut regarder. Et on se rend compte que les personnes qui viennent complètement de l'extérieur sont finalement très rares dans les profils. Et les projets qu'elles vont mettre en place, ces personnes-là, ça va être plutôt effectivement le maraîchage, les plantes aromatiques et médicinales. Mais il ne faut pas oublier aussi toutes les reconversions d'enfants d'agriculteurs qui sont en rupture aussi avec les modèles des fermes familiales. Donc il y avait beaucoup de personnes, notamment de Bretagne ou des Hauts-de-France, par exemple, qui sont venues développer des projets en viticulture, en maraîchage, dans le monde dans ces départements-là. Donc voilà, donc cette complexité-là est embrassée, et donc ça fera le lien aussi avec ce qu'on va pouvoir nous dire les prochains intervenants, et puis avec la suite sur comment on accompagne finalement cette diversité de candidats à l'installation pour qu'ils mènent à bien leur projet. Alors, on a la chance avec nous d'avoir ce matin 2 reconvertis.
Et donc peut-être tu peux passer le micro à Agnès qui va prendre ta suite. Alors Agnès, toi, a priori, rien ne te prédestinait à l'agriculture et à l'accompagnement de l'agriculture. Peut-être que tu peux nous partager déjà dans un premier temps à la fois ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui avec la ferme L'Avancia dans l'accompagnement, pour rebondir aussi sur cette diversité de profils, parce que à la fois tu l'incarnes et tu l'accompagnes. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation et ravie d'être ici parmi vous. Moi, je suis une néo non issue du milieu agricole, mais une vieille nouvelle entrante, parce que nous, on s'est installés en 2009 et 2010 dans les Alpes-Maritimes, donc dans une région montagneuse également. Et je venais de Johannesburg, où j'avais fait un parcours de recherche en santé publique et sur le VIH et le sida depuis plus de 10 ans pour l'Université de Californie. Donc plus distant du monde agricole où je me suis trouvée parachutée, ça aurait été difficile. Mais j'ai fait tout ça parce que j'ai rencontré un escaladeur forcené qui ne pouvait pas s'adapter à la vie en Afrique du Sud. Et donc le mi-chemin n'était pas au milieu du continent africain. Le mi-chemin, il a été à Puget-Théniers. Et de ce fait, on a trouvé un entendement où on s'est installé à Puget-Théniers, mais on a fait ça d'une façon complètement, je vais dire, inhabituelle et peu conventionnelle. Et on a rompu un peu avec tous les codes de ce qui se faisait là-bas. Et notre ferme, donc, évidemment, on a commencé avec du maraîchage. On s'est lancé à l'aveugle au départ. On voulait faire de l'apiculture et de l'oléiculture, qui sont toutes les deux des pratiques agricoles qui ne sont pas très, on va dire, lisses, qui ont des possibilités d'avoir beaucoup d'accros et de difficultés d'une année sur l'autre. Et donc le maraîchage semblait plus sûr et plus rapide en termes de retour sur investissement en temps et en effort. Et en même temps, comme j'avais une veille sur le reste, j'ai aussi participé à des groupes de travail au niveau du partenariat européen de l'innovation qui cherchaient des nouveaux entrants pour participer à des élaborations de comment on fait pour renouveler, mettre du sang neuf dans l'agriculture qui est en déperdition et en déprise, et quels sont les éléments qui font les leviers et qui font rendre possible ces nouvelles installations de sorte qu'elles perdurent et qu'elles ne se perdent pas. Moi, mon constat à cette étape-là, c'est de vous dire que nous, on n'a pas bénéficié d'aide, on n'a pas demandé d'aide de DGA, etc. On n'a même pas trouvé le point info installation à la Chambre d'agriculture parce qu'ils étaient tellement peu visibles chez nous. On a tout fait tout seul. Et je dois dire que quelque part, ça nous a un peu sauvés parce qu'on a fait ça sur nos fonds propres et sans acheter une ferme parce qu'elle était aux arrière-grands-parents de mon mari. Donc, on a bénéficié d'une aide foncière considérable. Mais on a pu échapper on va dire aux orthodoxies que nous aurait imposé un parcours accompagné par la Chambre, parce qu'à l'époque, l'accompagnement était au détriment des nouvelles installations. Donc, je vais passer la parole, mais je pense que ou tu voulais que je dise autre chose aussi ? Non. Je pense que nous, on a souvent dit qu'on s'était installé en dépit des tutelles et envers et contre tout, et qu'ensuite on a déployé l'idée que si on voulait survivre dans ce milieu, il fallait faire des émules. Donc on a toujours ouvert la ferme et pratiqué un vrai concept de logiciel libre et ouvert. Et donc on a accompagné l'autre production dont on est excessivement fier, c'est l'installation de nombreux congénères, confrères, collègues, consoeurs, pour que le modèle puisse s'étendre et perdurer. Et donc tu as notamment accompagné Thomas, qui est aujourd'hui voilà, qui est aujourd'hui dans le coin, hein, c'est ça, tu es installé pas très loin. Moi, je suis installé à Montgaillard. Voilà. Donc, et donc, je crois que tu es bibliothécaire, toi, de formation. Si tu peux nous parler, du coup, à la fois de ton parcours et puis de ce que tu fais au sein de l'ADA. Voilà, parce qu'on a on a la chance d'avoir plusieurs structures d'accompagnement aujourd'hui, aussi dans les chambres d'agriculture des Pyrénées, qui font beaucoup de choses. Donc, voilà, si tu peux nous partager ton parcours et puis après ton investissement au sein de l'ADA et ce que fait l'ADA aujourd'hui en matière de... Voilà, on le verra après. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, oui, moi, je suis originaire de la Mayenne, donc c'est aussi un territoire très agricole.
mais pas descendant direct d'agriculteurs. Et du coup, j'ai eu un parcours classique d'études en histoire plutôt et métier du livre. Et donc, j'ai travaillé pendant près de 10 ans en bibliothèque en Haute-Savoie, notamment. Et puis après, suite à, voilà, au fait que je me plaisais pas trop et que j'attendais autre chose, notamment de travailler dehors, de pouvoir être aussi responsable de mon activité. Donc voilà, je me suis posé des questions et j'ai eu envie de passer un peu en fait comme beaucoup, du jardinage au maraîchage, quoi. Donc je me suis inscrit dans un BPREA à distance et puis à l'époque j'habitais dans les Alpes-Maritimes et donc j'ai fait un stage de BPREA de 10 semaines, puisqu'on parlait d'expérience tout à l'heure, qui a été à peu près ma seule expérience en agriculture, mais quelle expérience, chez Agnès et Renaud à Puget-Théniers. Et donc en effet là ça m'a permis de voir à la fois la joie de travailler, parce qu'il y a de la joie quand même à travailler en maraîchage, et aussi des difficultés, des gestions du temps, voilà. Mais l'enthousiasme m'est resté et du coup en effet je suis parti sur du maraîchage et pour des situations familiales, recomposition, changement, tout ça, on s'est installé dans les Pyrénées et du côté de Bagnères, puisque ma compagne enseignante a eu un poste à Bagnères. Et donc, moi, je me suis installé en maraîchage. Donc, pour faire vite, j'ai trouvé quand même rapidement, très rapidement même, du terrain. Quand je vois aujourd'hui d'autres collègues qui galèrent encore. Donc, je suis allé voir les mairies, les communautés de communes, et j'ai eu la chance à Montgaillard de trouver un maire qui m'a dit d'aller voir un ancien agriculteur qui avait un bout de terrain qui était occupé par quelqu'un. Et donc, voilà, on a réussi à s'arranger. D'ailleurs, je les remercie. Et j'ai pu m'installer donc sur un peu moins d'un hectare. Enfin, un autre terrain est venu après. Et donc, en maraîchage diversifié, en agriculture biologique. Ensuite, au cours d'un aménagement, j'ai pu avoir aussi des poules pondeuses reproduisant un peu le modèle qu'il y a chez Agnès et Renaud aussi, en effet, car ça permet les poules pondeuses d'avoir une production assez lisse sur l'année. Et du coup, voilà, j'ai pu m'installer, commercialisation en circuit court, donc sur Bagnères, un peu des paniers, un peu de viande de vente de surplus en Biocoop. Et en fait, mon installation, elle a été rendue possible aussi, alors là, contrairement à Agnès, par des aides, mais en fait, moins pour l'aspect financier, parce que l'intérêt du maraîchage, comme beaucoup sont venus à ça aussi pour ça, c'est qu'il y a un peu d'investissement. En gros, sur 20 000 balles, on peut quand même lancer une production qui tient la route. Eh bien, je suis allé à l'ADR donc l'ADR, c'est l'association de développement de l'emploi agricole et rural. Donc, on a un siège à Bagnères de Bigorre. Et donc là, j'ai pu rencontrer des gens. Je crois que c'est le plus important, en fait. En effet, quand on s'installe et moi, je connaissais rien du monde agricole, je connais rien des Hautes-Pyrénées parce que c'était la première fois que je venais. Et donc, voilà, rencontrer des collègues, des futurs collègues, des amis, et du coup, pouvoir partager des renseignements, bénéficier d'aide. Alors, moi, j'ai fait une aide à l'installation progressive, à l'époque, ça s'appelait comme ça, pour de la trésorerie, de l'achat de matériel. Et j'ai enchaîné tout de suite avec une aide avec la DJA, qui se fait à la Chambre d'agriculture. Et voilà, qui m'a permis en effet d'avoir de la trésorerie et pouvoir voir venir les premières années qui ne sont pas toujours les plus faciles, quoi. Merci pour ton témoignage. On va passer du coup la parole à Sarah. Donc là, sur ce premier temps de table ronde, on se focalise un peu sur les profils qui arrivent. Peut-être tu peux nous donner un éclairage pyrénéen, puisque donc tu représentes les chambres d'agriculture des Pyrénées, donc déjà combien de chambres, et puis peut-être tu peux nous partager, parce que je crois que vous regardez ça de près, hein, ces nouveaux profils qui arrivent, comment ça se concrétise ici, et voilà, quelle est la diversité des profils qui s'installent en nouveaux arrivés. Alors, merci. Donc, les Pyrénées, c'est 6 départements et 2 régions. En fait, nous, ce qu'on trouve très intéressant, c'est la multiplicité des profils et des parcours à l'installation. On voit bien qu'ils sont en complémentarité. Aujourd'hui, on a à peu près sur les Pyrénées 40% d'installations hors cadre familial.
Donc je ne rentre pas dans la définition de issu ou non issu du monde agricole. Nous, ce qu'on regarde plutôt, c'est la capacité à hériter ou à récupérer un outil de production, parce qu'on voit qu'on a une massification en fait, des tailles et des structures d'exploitation qui sont très, très, très difficiles à transmettre. Le capital est tellement élevé que racheter des fermes derrière, c'est très compliqué. Du coup, on va plutôt parler de issus ou non issus du cadre familial. Donc on a 40% qui sont non issus du cadre familial. Ça, c'est déjà un premier constat qui est assez intéressant. Le deuxième constat, c'est que ce qu'on appelait les néo-ruraux, c'est des installés qui sont sur des territoires qui étaient plutôt en déprise. Donc là, c'est des capacités en fait, à aller sur des terrains où il y aura moins de conflits et moins de pression foncière. Ça, c'est pour nous un premier constat qui est vraiment intéressant. Après, il y a une multiplicité des profils, de parcours, d'accompagnement, et on voit bien que les chambres, elles ont des dispositifs comme la DNA, la DJA, les parcours d'installation progressifs, mais il y a d'autres réseaux. Et ça, c'est des réseaux qui sont assez intéressants d'aller chercher, comme par exemple Terre Vivante dans les Pyrénées-Orientales, comme Terre de Liens, qui sont des réseaux ou des pouponnières en fait, qui vont aider à acculturer, à cultiver, à attirer aussi et à former des nouveaux installés. Donc je pense que dans la présentation qu'on a eue, on a vraiment eu toutes ces interfaces, et ça, c'est pour moi assez intéressant. Donc multiplicité de profils, multiplicité d'interfaces, beaucoup d'apports voilà, nouveaux par des parcours qui sont diversifiés. C'est un constat qu'on peut mener à l'échelle française. Moi, je voulais interpeller Dimitris, puisque on s'est rendu compte, en fait, avec l'étude qu'on a lancée conjointement, que ce phénomène, alors qui est de l'ordre du signal faible en France, on ne va pas parler d'exode urbain et voilà, on n'est pas en train de parler de quelque chose de massif, mais on a pu observer un peu ce même signal en Grèce. Mais simplement, peut-être tu peux nous partager, Dimitris, les spécificités de ce retour à la terre en Grèce, puisque on est dans une configuration qui est un petit peu différente, notamment du fait d'un exode rural plus tardif en Grèce. Et donc, le choc des cultures, quand on peut l'observer en France, est peut-être un petit peu différent en Grèce, puisque, voilà. Mais tu vas nous expliquer tout ça. Donc, Dimitris, c'est à toi, si tu nous entends. Oui, merci moi aussi pour l'invitation. C'est vrai que le cadre, le processus disons, de ce mouvement d'installation est différent en Grèce, mais ce qui compte, ce qu'il faut tenir compte, c'est que le dénominateur commun, c'est le mouvement lui-même, que ça existe. En Grèce, presque 6 décennies après le grand exode de la population de communes de montagne, on voit aujourd'hui vraiment apparaître des signes d'une tendance de retour qui est de plus en plus visible. Ce mouvement met en lumière, et c'est très intéressant pour la Grèce, le rôle décisif de la commune à travers différentes formes d'intervention en ce qui concerne l'accueil des jeunes. Cette mobilisation de la commune s'appuie surtout sur le maintien de ses relations avec les communautés de sa diaspora, interne et externe. On utilise ici le terme de la diaspora, même pour ceux qui sont allés s'installer dans une grande ville en Grèce et pas seulement à l'étranger. Mais ce qui est intéressant, parce que dans cette première partie, je vais vous parler de la montagne et dans la deuxième intervention sur la plaine, les conditions d'installation ne sont pas les mêmes en plaine et en montagne. On sait bien que dans le premier cas, dans la plaine, reprendre une exploitation agricole est facile si le candidat possède des terres agricoles familiales. Mais les coûts d'installation, on sait bien qu'ils sont beaucoup plus élevés. Au contraire, en montagne, les terres agricoles sont disponibles puisque la famille de la diaspora conserve en grande partie ces terres et même ses liens avec sa commune. Mais ce qui est difficile, c'est l'accès à un réseau de l'abandon. De plus, l'adoption d'un système de production ancré ne nécessite pas de hauts investissements dans le cas de la montagne. Mais dans la montagne, l'installation présuppose l'identification des ressources et la régulation de l'usage des communs. En ce qui concerne la question de la formation des conseils,
il faut noter qu'en Grèce, la structure du lycée rural n'existe pas. Oui, il n'y a pas de lycée agricole en Grèce, hein. Donc c'est Cependant, complètement différent. il faut dire que ce n'est pas l'enseignement agricole dans son acception agronomique qui souffre, mais plutôt la transmission du patrimoine agroalimentaire et l'accomplissement de l'ancrage territorial de l'activité agricole. Il faut aussi noter que le système de vulgarisation publique, formation et conseil étant désorganisé après l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne en 1981, des entreprises privées ont pris le relais en combinant, ce qui n'est pas acceptable, la vente des intrants et le conseil. Ainsi, aujourd'hui, ce qui manque est une ingénierie territoriale capable de soutenir l'intégration de l'initiative individuelle dans la dynamique collective qui se façonne par, si vous voulez, la mobilisation de la communauté montagnarde et la transition agroécologique. Ce qui nécessite, et on oublie souvent cela, des temps de maturation différents, ainsi que des délais et des indicateurs de projets d'installation appropriés. Ce déficit dans le domaine de l'ingénierie territoriale, comme on comprend bien, devient plus évident lorsque les nouveaux installés recherchent des cultures alternatives à grande valeur et des systèmes de production ancrés. Ainsi, une observation générale pour terminer sur l'évolution de l'intégration des néo-ruraux dans les communes de montagne en Grèce montre que la commune, la collectivité, si vous voulez, vient surmonter dans un premier temps, avec ses ressources humaines et son capital institutionnel, les dysfonctionnements que présente l'absence de politique publique. L'exemple de Fourna, que nous avons visité avec Emmanuel, montre précisément comment, à travers sa mobilisation et en combinant le formel et l'informel, la commune crée un réseau d'acteurs, associations culturelles, environnementales, communautés de la diaspora, corps intermédiaires, etc. Et si vous voulez, en essayant de vous présenter ce que j'ai dit tout à l'heure, comme un va-et-vient entre l'informel et le formel, je vais vous présenter rapidement que, par exemple, l'exemple de Fourna, l'initiative, comme il n'y a pas de politique d'installation ou d'accueil, si vous voulez, de nouvelles populations, a été prise par l'école et l'Église après concertation avec la commune. Il y a eu une manifestation très grande de la part d'une centaine de familles qui ont voulu venir s'installer dans un village de 150 habitants et à 1000 mètres d'altitude, à tel point qu'il y a eu une réaction de la part de la diaspora qui, si vous voulez, a donné beaucoup de donations et ce qui a obligé les habitants du village de créer une société à but non lucratif pour gérer ces donations. Et ce qui a provoqué, si vous voulez, une réaction externe en chaîne avec, à part les donations, la construction d'un four par un entrepreneur originaire de la commune, par différentes offres par la diaspora. Et ensuite, on a eu, à la fin, heureusement, l'intérêt du DEM pour contribuer dans l'offre des maisons louées ou aussi des emplois. Le DEM, c'est des communautés de communes ou départements, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, pour terminer, la question, au-delà de cette mobilisation de la commune, la question qui reste à résoudre, c'est dans le domaine opérationnel, qui consiste comment, avec quelle méthodologie et quels moyens installer et mettre en œuvre des systèmes de production ancrés durables. Et là, la commune est à la recherche, comme d'autres communes aussi, d'une ingénierie
beaucoup plus efficiente. Cette ingénierie, si vous voulez, devrait avoir la capacité de combiner sur le terrain, d'après nos recherches, un diagnostic territorial, une méthodologie participative et interactive pour soutenir la concertation, un système participatif de garantie pour révéler et protéger la spécificité des ressources. Voilà, en quelques mots, ces initiatives qui émergent en montagne sans politique publique et qui quand même réussissent à donner des résultats assez intéressants et assez innovants. Merci. On reviendra sur la dynamique que vous accompagnez aussi. Donc, je n'ai pas pris le temps, pardon, de te présenter, Dimitris. Donc, tu es directeur de recherche à l'université de Thessalie, et donc tu es investi notamment au sein de Terra Thessalia, avec un pont très important entre la recherche et le terrain. Ça, c'est aussi une spécificité grecque et qu'on a pu observer dans les partenariats noués avec les projets. Il y a une connexion très forte entre la recherche et les acteurs et les porteurs de projets. Voilà. Donc, c'est à la fois avec ton regard de chercheur que tu nous parles, et en même temps, vous accompagnez des projets. Voilà, c'était peut-être pour te resituer. Mais il faut compléter quand même que, comme je suis un étudiant de l'Université de Toulouse, oui. Merail, on a suivi ce que mon professeur, directeur de thèse, Bernard Kieser, nous avait dit, que sans enquête sur le terrain, pas de droit à la parole. Ouais. Merci, Dimitris. Voilà. Ben, tu restes bien avec nous. Et donc, effectivement, on a passé un séjour fantastique. Je fais un petit coucou à Laurent qui était avec nous et Yang qui doit être dans la salle. Et effectivement, Fourna, peut-être juste pour resituer, parce que c'est une jeune institutrice qui s'est rapprochée du pope du village. L'église a une autre place en Grèce par rapport à la France, pour faire un appel sur les réseaux sociaux pour faire venir des familles. Et en fait, il y a plus d'une centaine de familles qui ont répondu. Ça a été relayé dans le Financial Times. Ils sont passés sur toutes les télés. Enfin, ça a fait un buzz pas possible. Mais du coup, c'est un cas d'école qui est extrêmement intéressant et qui donne lieu, a posteriori, à un accompagnement. Mais voilà, c'est une initiative privée. Voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, Dimitris, sur l'absence de politique publique et d'ingénierie territoriale poussée par des politiques publiques. Merci beaucoup, Dimitris. Donc, on voit qu'il y a un phénomène voilà, de petite taille, de signal faible qui arrive dans les territoires, et que tout l'enjeu, finalement, c'est de bien l'accompagner, à la fois pour que les projets se pérennisent, créer de la valeur économique, de la valeur territoriale. Et tout ça, ça peut se faire de plein de manières. Et puis, il y a un enjeu, évidemment, à faire en sorte que ces nouveaux profils apportent des compétences, puissent aussi bénéficier, parce qu'ils ne sont pas expérimentés, des compétences et de la connaissance des terroirs, des agriculteurs qui sont locaux. Donc tout ça, ça demande finalement voilà, un accompagnement assez fin. Et donc, on voit, et peut-être tu peux nous apporter un éclairage là-dessus, Cécile, qu'il y a finalement une multiplicité d'acteurs autour de l'installation. Est-ce que tu peux nous partager ton constat autour de ça, et finalement ce que ça peut amener comme réflexion sur l'accompagnement de ces porteurs de projets? Toi, tu t'es intéressé notamment un peu à la gouvernance de l'installation. Si tu peux nous partager justement ton éclairage. Oui, alors peut-être je vais commencer par faire un petit rappel historique sur ce qu'est la politique publique de soutien à l'installation en France. Donc il faut savoir qu'elle est déclinée en fait à plein d'échelles. Donc la première, l'échelle européenne depuis 88, l'échelle nationale bien sûr, et donc là depuis les années 60, l'échelle régionale, donc la région qui prend de plus en plus de poids, notamment depuis 2023. Les conseils départementaux qui trouvent aussi que la question est très importante, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et même les communes. Donc tous ces échelons politiques se préoccupent de l'installation. Si on revient sur l'histoire, donc l'échelon national était celui qui a impulsé donc la première politique nationale de soutien à l'installation. Et donc les premiers dispositifs, ce n'étaient pas des soutiens à l'installation, c'était des soutiens au départ, donc avec les indemnités voyageurs de départ. Et donc cette politique de soutien à l'installation, son objectif premier dans les années 60, c'était de remplacer donc, des
des personnes qui étaient peu enclines à se moderniser, par des jeunes formés qui allaient pouvoir reprendre des outils tournés vers le progrès et vers du coup, la modernisation pour la production, pour augmenter la production française. Donc cette politique-là des années 60, donc, elle s'est accompagnée de plein d'instruments qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, comme les SAFER, par exemple, qui gèrent la question foncière. Il y avait des institutions comme les ADASEA et le CNASEA, donc, qui avaient en charge de mettre en place ces politiques-là, donc, notamment le versement des indemnités viagères de départ, et dans les années 70, en 73 plus précisément, la fameuse dotation jeunes agriculteurs, donc, qui aujourd'hui change un petit peu de nom en fonction des régions et voire de modalités d'accès. Et donc, voilà, tout ça est allé jusque dans les années 80 où ont apparu, enfin, même dès les années 70, des contestations sur ce modèle qui était mis en place par ces politiques d'installation. Donc finalement, les contestations ont grossi dans les années 80 avec la reconnaissance du pluralisme syndical, par exemple, à partir de 81, et donc commençaient à émerger les premières initiatives de soutien à l'installation qui différaient de cette politique-là. Si on avance dans l'histoire, il y a eu un basculement dans les années 95 avec la signature de la Charte nationale de soutien à l'installation, enfin de l'installation, pardon, qui du coup instaure pour le coup le fait qu'il va falloir freiner un petit peu sur cette érosion démographique et l'objectif politique du un départ, une installation est affiché. Sans pour autant que les instruments changent beaucoup. Ce qui fait que l'État a commencé à lancer des synthèses un petit peu fragiles entre son dispositif un peu star avec la DGA et un dispositif, donc ça s'appelait le PIDIL, du coup qui faisait état qui reconnaissait qu'il y a de plus en plus de fermes qui étaient sans repreneur, qui faisait état du fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui allaient s'installer du coup hors d'un cadre familial dont on a parlé. Donc tout ça nous amène en 2010, moi c'est la période que j'ai commencé à étudier plus précisément dans la thèse, par du coup l'émergence de plein d'autres initiatives, donc qui est menée de plein d'autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés, jusque dernièrement dans les années 2000, début des années 2020, l'émergence aussi de start-up. Donc moi, dans la thèse, j'ai étudié donc quatre grandes familles d'acteurs qui n'étaient pas dépendants ni des syndicats, assez opposés sur cette question de l'installation, donc les jeunes agriculteurs, donc, qui étaient, pour le rappeler, vraiment ceux qui étaient les fers de lance de cette politique dans les années 60, ni du syndicat de la Confédération paysanne, et autour duquel on retrouve une constellation d'associations paysannes. Donc pour moi, je l'ai fait remonter dans les années 80, tous ces acteurs-là, donc ces acteurs historiques sur cette question de l'installation, les chambres d'agriculture bien évidemment, avec donc tout ce panel d'acteurs historiques. Et dans les familles d'acteurs plutôt émergents, donc depuis les années 2010, donc je comprends donc les coopératives agricoles et tous les acteurs des filières, donc qui se posent de plus en plus de questions sur cette question du renouvellement des générations. Donc ils vont mettre en place des dispositifs. On a tout le courant des espaces tests agricoles, donc qui est né au milieu des années 2000, qui s'est structuré en réseau national en 2012. Donc pour pouvoir proposer à des personnes qui veulent s'installer une transition, donc un cadre juridique sécurisé pour pouvoir tester leur projet avant de s'installer. On a le cas des associations d'ingénierie financière et de création d'entreprises, donc les réseaux Initiative France, France Active, qui ont aussi décliné leurs offres au monde agricole depuis. Alors ça peut être assez ancien dans certains départements, mais c'est en 2009 qu'a été signée une première charte aussi pour décliner tout ça à l'échelle nationale. Et depuis 2020, donc des startups qui viennent là complètement bouleverser finalement cette façon aussi de s'intéresser à cette question de l'installation. Et donc il n'est plus le fait ni d'associations, ni de syndicats, ni de chambres consulaires, mais vraiment d'organisations qui veulent développer un modèle économique sur la question de l'accompagnement. Donc tous ces acteurs-là, en fait, ils ont identifié des enjeux sur cette question de l'installation. Donc il y a finalement l'installation en agriculture, elle est vraiment au carrefour de plein d'enjeux, que ce soit l'alimentation, l'innovation, l'écologisation des pratiques, etc. Et donc tout le monde a des versions différentes de pourquoi il faut installer. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut installer, mais il n'y a plus de micro. Mais pas forcément avec les mêmes manières de faire, ni les mêmes visions, ni les mêmes projets du coup pour l'agriculture. Donc, ce qui fait que ça rend les choses un petit peu compliquées. Et si on remonte à l'histoire, donc l'importance de ce retour historique, c'est que les choses se sont instituées. Dans les années 60, il y a eu des rapports, il y a les questions de conflits entre les syndicats agricoles, pour la légitimité, pour les moyens financiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette diversité de candidats à l'installation, cette diversité de projets, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a eu différents retours
différentes phases de retour à la terre avec différentes projections. Et ce qui est nouveau dans celle-là, on en parlait sur cette dimension entrepreneuriale, c'est cette question de l'entreprise qui devient de plus en plus centrale, qui est à la fois le fait des porteurs de projets, mais aussi à la fois le fait des organisations d'accompagnement qui, pour légitimer leur action, sont obligées aussi de tirer la couverture vers cette question de la création d'entreprises. Et donc tout ça crée... Donc moi, je ne parle pas forcément de gouvernance, mais ma thèse s'est intitulée « Qui pour gouverner l'installation ?» C'est-à-dire qu'on passe d'un dispositif national très cadré avec des institutions très cadrées, des dispositifs très sélectifs, où aujourd'hui, on a finalement des POP de plein de choses qui sont soutenues par différents types de politiques publiques. Donc bien sûr, il y a la politique qui relève du ministère de l'Agriculture, mais aussi on a les politiques qui relèvent du ministère de l'écologie, du ministère de la fin, sur ces questions des politiques qui vont être liées à la formation, par exemple, et toutes ces structures publiques qui vont aussi soutenir telle ou telle initiative, soutenir tel ou tel de projet. Donc, on a bien évidemment les projets alimentaires territoriaux, donc qui souvent, quand ils parlent d'alimentation, remontent toute la chaîne et donc vont soutenir des initiatives et des projets. Et finalement, on a l'impression qu'on perd un petit peu vers où on veut aller finalement. Est-ce que l'État français a encore une vision sur ce qu'il veut comme modèle agricole ou ce qu'il veut tout simplement soutenir, puisque aujourd'hui, chacun peut proposer des dispositifs de soutien à l'installation et sans que les acteurs ne se parlent forcément. Donc on a des doublons, on a des acteurs qui dialoguent pas, et au final, qui sont les premières victimes de tout ça? C'est les candidats d'installation qui sont devant une forêt d'acteurs, donc qui avec leurs spécificités, leurs petites aides publiques ou privées, des services qui deviennent de plus en plus payants aussi, parce que les startups, forcément, il va falloir qu'elles rémunèrent ceux qui travaillent. Du coup, ça pose vraiment cette question-là, et de savoir... ces startups aussi, pour prendre que leur exemple, elles se positionnent sur des choses centrales, sur la question du foncier, sur la question de l'accompagnement. Et aujourd'hui, ça remet en question les structures qui existent. Typiquement la SAFER, pourquoi des startups et Terre de Liens avant, ont dû développer des choses pour soutenir l'accès au foncier pour tel type de projet. Donc leurs actions sont tout à fait légitimes, mais est-ce que ce n'est pas la puissance publique aussi de faire quelque chose un jour? La question de l'accompagnement, c'est pareil. On a le point accueil installation, le PPP sur la question de la formalisation des projets avec des conseillers. C'est pareil, qui sont mis en cause par ces startups qui proposent des accompagnements plus ciblés, plus personnalisés. Donc pareil, quand est-ce qu'on reprend tout ça? Donc il y a la loi d'orientation qui va les travaux vont reprendre dessus, donc qui proposait France Service Agriculture, donc qui sur le papier est très beau, mais concrètement, ce sera ma dernière question, mais comment on fait pour faire dialoguer enfin des acteurs qui sont de plus en plus nombreux et qui travaillent en silo? Merci d'ouvrir là-dessus, parce qu'effectivement, nous, on a un mot d'ordre chez Back2Earth, c'est semer pour donner à voir et relier, parce que ça nous paraît être absolument fondamental. Et d'ailleurs, pas qu'au sein du monde agricole, mais plus largement à l'échelle des territoires, une diversité d'acteurs. Donc oui, on est dans un contexte aujourd'hui qui est complexe, où en même temps, on voit qu'il y a plein d'opportunités, puisqu'il y a des candidats et qu'il y a des dispositifs. Aujourd'hui, peut-être, Sarah, tu peux nous expliquer, comment vous vous positionnez avec les chambres à la fois sur cet accompagnement de l'installation et puis plus largement sur des projets qui pourraient être plus transverses de création de liens justement entre les agriculteurs du territoire, ces nouveaux profils qui arrivent. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez ces sujets dans les Pyrénées? Alors en fait, cette intervention, elle m'amène une réflexion qui est assez intéressante sur... quel type d'accompagnement pour quel modèle agricole? Et ça, pour moi, c'est la première question essentielle. Aujourd'hui, on est en relation avec le Kazakhstan, qui, à la sortie du communisme, en fait, s'est retrouvé avec des énormes exploitations qui sont des grosses entreprises avec un PDG et des salariés agricoles. C'est des exploitations de plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont pilotées par drones. C'est absolument impressionnant comme modèle. Et ils sont venus dans les Pyrénées parce qu'en fait, ils sont à la recherche de modèles plus familiales, plus petits, pour redonner plus d'autonomie et d'indépendance à leur propre, à leur propre population qui se sont retrouvées dépossédées de leur modèle agricole et de leurs outils de production. Donc c'est très rigolo parce qu'on se dit où est-ce qu'on veut positionner le curseur. Et en fait aujourd'hui, moi j'ai envie de répondre, il n'y a pas de modèle unique ni à plébisciter, en tout cas à mon niveau à moi, j'ai pas envie de faire ce type de préconisation. Ce que je vois juste, c'est qu'on a une multiplicité à la fois des modèles et des acteurs qui les accompagnent. Et je pense que pour chaque territoire, il faut qu'on ait une vision et que cette vision elle soit partagée. Sinon, on va directement dans le choc des cultures.
Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, dans les Pyrénées, c'est qu'on a eu des territoires en déprise agricole très, très fortes qui ont été réinvestis justement par des nouveaux installés avec des nouveaux modèles. Et ces modèles-là, ils sont plébiscités. Ils sont plébiscités parce qu'ils ramènent de la vie dans les territoires, ils ramènent une vraie dynamique territoriale, ils ramènent du lien. Donc, c'est des modèles qu'on va aller rechercher. Sur toute une frange des Pyrénées, on a un vrai problème d'accès au foncier, donc d'accès à l'outil. Et c'est un problème qui est aggravé par des politiques publiques, notamment européennes, puisqu'on a la politique agricole commune, en fait, qui a une dotation forfaitaire à l'hectare. Et c'est du coup des outils qui sont difficilement transmissibles. En plus, on s'est battu pour donner une limite d'âge et favoriser la transmission de l'outil de production, qui nous a été retoqué au niveau européen. Et donc, on se retrouve vraiment avec des systèmes qui sont gelés, difficilement transmissibles. Et on a un vrai enjeu. Et là, pour le coup, cet enjeu, il relève plutôt de la question de comment transmettre pour installer des nouveaux, plus que la question de quel modèle on veut installer. Voilà, donc moi, je n'apporte pas plus d'éléments de réponse aujourd'hui. J'ai même envie de rebondir sur cette remarque. Il n'y a pas de modèle unique. Il y a juste une vision et une vision à partager entre tous les acteurs d'un territoire. Et pour répondre directement à ta question, comment mettre en lien en fait tous ces acteurs de territoire, eh ben, c'est autour d'un projet commun. Et je pense que c'est la question de l'échelle, en fait. À quelle échelle on veut se positionner pour réfléchir à une politique de développement territorial et donc une politique d'installation. Et pour le coup, là, on a pas mal d'acteurs. Et je vois que les acteurs comme les collectivités, les pays, les intercos, pour moi, c'est aujourd'hui peut-être un premier niveau, en fait, qu'il faut réinvestir pour donner plus de liens entre les acteurs sur un même territoire. Ouais. On aura un bel exemple que nous partagera juste après Dimitris. Thomas, toi, là, tu prends une autre casquette que ta casquette d'installer, c'est ta casquette plutôt ADR, puisque du coup, tu t'es investi dans cette association qui t'a accompagné aussi. Quel type de projet vous portez et qui permettent de réunir justement les agriculteurs locaux déjà installés, ceux qui arrivent, et comment vous inscrivez d'ailleurs plus largement, c'est dans vos gènes à l'ADR, dans cette dynamique territoriale justement. Ouais. Oui, en effet, moi je suis rentré par l'ADR. Donc l'ADR, comme je disais, c'est l'association d'installation. En fait, c'est un peu le bras armé de la Confédération paysanne, donc un syndicat agricole, et qui fonctionne justement, l'ADR, par une interaction avec des paysans. Donc on a 2 salariés aujourd'hui, mais toutes les actions qu'on fait, qui font plutôt, sont faites avec les administrateurs qui sont tous des paysans. Donc ça permet en effet d'avoir là, en tout cas, moi j'ai bien aimé le constat. Après, de voir où on va, nous on a un petit peu quand même une idée de savoir où on veut aller, parce qu'en effet, ça dépend de la projection qu'on souhaite de l'agriculture de demain. Et le modèle du Kazakhstan, c'est un peu quand même le modèle qui préfigure dans la lignée de la FNSEA aujourd'hui, de l'agrandissement, de la modernisation. Voilà. Donc nous, à la Confédération paysanne, j'en parle puisque c'est vraiment ce qui porte l'ADR. On a une vision qui s'appelle l'agriculture paysanne, qui est, qu'on peut résumer un peu par des slogans qui seraient 3 fermes valent mieux qu'une, qui veulent dire qu'il faut remettre de l'humain. En effet, les Pyrénées, c'est pas très flagrant parce qu'en effet, on est sur des modèles plutôt familiaux, de petites fermes, tout ça, mais l'agriculture en France ne se résume pas aux Pyrénées. Mais en effet, ici, on a plutôt des modèles familiaux, de l'élevage, polyculture, élevage. Et donc, nous, c'est ce qu'on favorise, ces modèles-là, qui sont à la fois rémunérateurs, qui participent aussi à la prise en compte de l'environnement. Et nous, on milite aussi pour que, en fait, il y ait ce partage des terres, puisqu'en effet, c'est un frein. Donc, on travaille aussi avec les SAFER, on relaie les offres SAFER. Mais on voit bien que le foncier risque d'être un frein à l'installation et aussi, bizarrement, aussi un frein à la transmission des fermes, quoi. Donc nous, à l'ADR, donc moi je suis co-secrétaire à l'ADR et à la Conf, donc c'est pour ça que j'ai ces casquettes-là. Et on a 3 missions qui sont principalement l'installation. Donc en effet, on fait de l'installation, on accueille des porteurs de projets sur des cafés installations.
donc qui soit au stade vraiment de l'idée jusqu'au stade voilà, qui je vais aller voir pour commencer à m'installer. On a aussi des formations, donc, qui sont 2 formations, s'installer paysan et chiffrer son projet. La première, c'est plus pour vraiment quand on est prêt à chercher quel va être le statut fiscal, le statut social, le statut économique de notre ferme. Donc là, c'est très important, très intéressant, parce que quand on vient souvent de l'extérieur, comme les gens qu'on accompagne, on n'a pas toute cette conscience de toutes ces implications dans le maillage français, voilà, d'où il va falloir s'inscrire, et pour les impôts, pour tout ça. Et un accompagnement sur chiffrer son projet, voilà, avec une attention sur le prévisionnel économique. Surtout qu'à la DEAR et à la Confédération paysanne, on a fait naître une autre structure qui s'appelle l'AFOG, donc qui est une association de formation aux outils de gestion et de comptabilité, qui permet, moi j'en ai fait partie aussi, à tous les paysans, une fois qu'ils se lancent, de suivre leur comptabilité et leur gestion pour justement permettre d'avoir un œil sur cet aspect économique qui est quand même important, puisque nous, on veut installer des gens, mais aussi des paysans qui arrivent à vivre de leur travail. Et donc, on fait aussi de l'installation par des stages paysans ou des CEFI. Les CEFI, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de salarier, en tant que paysan, de salarier quelqu'un qui viendrait soit dans le but d'une installation progressive sur la ferme, ou soit dans le but d'une transmission. On accompagne aussi là des DNA, donc c'est le nouveau terme pour la dotation des nouveaux agriculteurs. Donc il y a une aide à la trésorerie, notamment pour les personnes de plus de 40 ans. On a aussi donc des formations qui sont de l'ordre plus technique, comme on a eu fait tronçonneuse pour femmes, ou des trucs pour travailler à plusieurs, travailler en couple, voilà, plus transversaux. Et on a un point qu'on voudrait développer davantage avec un salarié à temps plein dessus, qui est la transmission. Donc on a bien vu que c'est un enjeu primordial ici aussi. Et il va falloir batailler justement à la fois sur du foncier, mais aussi sur des aspects plus psychologiques pour aller voir les cédants. Nous, on veut faire ça, faciliter en fait le passage entre les repreneurs et les cédants, pour que voilà, il y a un travail et une libération un peu là-dessus. Et donc on organise des rencontres, ou bien sous la forme théâtrale, enfin voilà, pour un peu des fois dédramatiser la chose et faire du lien là-dessus. Et enfin, j'en termine juste, puisqu'on m'avait demandé un petit exemple de réalisation. C'est juste à côté, à 10 km, à Escoubès. On a fait un petit marché de producteurs l'année dernière, donc une dizaine de producteurs, avec une charte, en fait, pour définir une charte qui a été conçue par la DEAR, qui répond aux engagements de l'agriculture paysanne, et qui élabore en quelques termes donc favoriser l'installation donc plutôt des paysans, et donc sur un marché plutôt des producteurs que des revendeurs. Et puis aussi la présentation de produits de qualité avec plutôt des produits qui respectent l'environnement, avec plutôt des labels agriculture biologique, mais aussi faire un lien entre l'agriculteur donc et les personnes qui viennent acheter les produits, pour qu'on puisse créer du lien ensemble, et aussi créer du lien. Un marché en lui-même est déjà un lien dans ces petites communes. Donc voilà, on espère, on a vu après le Covid qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, ou pendant le Covid, qui sont venus nous voir pour avoir des marchés, pour voir les paysans. Et on a vu, notamment en bio, que c'est un petit peu retombé là, ces derniers temps. Et on aimerait voilà, que ça reprenne, parce que pour nous, on pense vraiment que c'est l'avenir, quoi. Et merci de mentionner les marchés, parce que je suis allée vite pour vous restituer notre étude tout à l'heure. Ce qui est ressorti vraiment dans la plupart des entretiens, c'est qu'un des lieux de rencontre, et qu'il faut peut-être justement investir aussi d'une autre façon, ce sont les marchés. Où on échange des compétences, où on transmet ses projets, où il y a des rencontres entre ceux qui sont là, ceux qui arrivent, des rencontres entre producteurs
qui ont des modalités de production qui sont différentes, et on s'est rendu compte de l'importance des marchés dans l'étude. J'ai pas eu l'occasion de le mentionner, donc merci de me permettre du coup ce rebond. Donc il y a multiplicité d'acteurs et de dispositifs et en même temps de modalités d'installation, multiplicité potentiellement de projets pour créer du lien entre les agriculteurs qui sont déjà installés et ceux qui arrivent. Tu mentionnais tout à l'heure la notion de projet et ça fait vraiment le lien avec ce que je voulais évoquer avec Dimitris. Parce que pour le coup, donc, en matière de politique publique, on l'évoquait tout à l'heure, Dimitris, la Grèce est moins engagée de façon volontariste et lisible sur ces questions de l'installation, de l'accueil de population dans les territoires. Et donc, il y a des dispositifs autres qui se sont montés, que vous avez accompagnés, et ça rebondit aussi sur la notion de la place des communes et des échelles. Et j'aurais aimé que tu puisses nous partager, Dimitris, l'incroyable initiative qu'on a pu découvrir en arrivant en Grèce avec vous, qui est ce projet autour de l'agriculture régénérative, qui est mené par la coopérative en Thessalie, la coopérative dont tu vas nous parler, et qui réunit dans une zone d'agriculture très conventionnelle des nouveaux agriculteurs qui sont arrivés et des agriculteurs qui étaient engagés dans des modèles, on va dire, très intensifs. Et donc, c'est autour de ce projet d'agriculture régénérative que vous avez réussi à créer du lien. Donc, si tu peux peut-être nous expliquer tout ça et nous remettre tout ça en perspective. Merci, Dimitris. Bien sûr. Ce que je dois vous dire avant de vous présenter l'examen de la coopérative d'ENIPEAS. ENIPEAS, j'avais oublié le nom, merci. Oui. C'est que même pour nous, c'était, disons, entre guillemets, une surprise de voir comment l'écosystème agricole méditerranéen comme celui de Farsal, blessé par l'adoption du système de production agricole intensif pendant des décennies, a pu retrouver un dynamisme et vraiment un intérêt pour les agriculteurs dès qu'elle est entrée comme système de culture de production dans ce mouvement ou ce processus de transition agroécologique. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est le point le plus important comme exemple local et même méditerranéen. Donc, pour commencer un peu cet exemple qui n'est pas tombé du ciel, c'est un produit d'une, si vous voulez, conjoncture de choses comme la crise, et comme aussi le produit d'une traversée historique. Je vais vous expliquer. On a vu tout à l'heure que dans les zones de montagne, la communauté organise l'installation d'une nouvelle population, la commune, je veux dire, en s'appuyant sur, d'une part, les communautés de la diaspora et le maintien des relations sociales et culturelles avec le lieu d'origine, mais aussi d'une identité d'appartenance très forte, ainsi que le fait que ces ressources de la commune sont restées intactes à cause de l'abandon. Par contre, dans la plaine, on voit que la modernisation de l'agriculture, ou si vous voulez, du cadre de vie aussi, a conduit à l'affaiblissement de la cohésion, de l'identité des sociétés locales, ce qui nous fait comprendre pourquoi, dans la plaine, le rôle dans l'accueil de nouveaux agriculteurs a été assumé plutôt par les coopératives locales. Les coopératives de cette envergure, comme par exemple la coopérative de l'IPES, bien qu'elles soient basées dans un premier temps sur des cultures intensives existantes, coton intensif, tomates industrielles, ont une orientation claire vers la création de petites chaînes à haute valeur ajoutée et de cultures très ancrées au territoire.
Donc, je vais vous présenter un peu la petite région. La vallée de Farsal a une superficie de 900 km² et est située au nord-ouest de la grande plaine de Thessalie. Sa population atteint à peu près environ 16 000 habitants, répartis en 27 communes ou, si vous voulez, 50 localités. La petite ville de Farsal a 10 000 habitants et est le siège du DEM homonyme, comme on vous expliquait tout à l'heure. Le DEM, c'est la communauté de communes en Grèce, qui a été créée en 2010. Cette vallée a vu son agriculture extensive se hyper moderniser depuis les années 1960, suivie d'un remembrement des terres complet et une monoculture basée sur le coton irrigué. Il faut noter que depuis l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, la petite ville, qui était le centre, si vous voulez, commercial et économique, a subi progressivement la diminution importante de son artisanat, mais aussi la capacité d'offrir des emplois. Et vous savez bien que lorsqu'une ville ou même une petite ville n'offre plus d'emplois, elle passe dans un processus de déclin. Mais dans tous les cas, à partir des années 2000, la petite région agricole s'est retrouvée face à la remise en question de son modèle agricole intensif et peu durable. Cette crise, si vous voulez, que nous avons connue à partir des années 2010, a contribué au retour et à l'installation des jeunes diplômés originaires de la petite région, comme dans d'autres régions de la Grèce. Et c'est grâce à eux que l'on a vu depuis 2016, après 2017, émerger une petite coopérative agricole avec la volonté, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre en valeur les ressources territoriales. Ce qui a révélé de nouveaux besoins en apprentissage et en capacité. Par exemple, passer de la matière première à la ressource spécifique, etc. Le progrès de la coopérative en question s'est appuyé d'une part sur ce capital humain jeune et formé, et aussi, il ne faut pas l'oublier, l'expérience accumulée par le fonctionnement depuis 1930 à peu près d'un important mouvement coopératif dissous peu après la crise économique. Aujourd'hui, la coopérative de Nipéas compte une centaine de producteurs et 1500 hectares, donc 15 hectares en moyenne par exploitation. Et aussi 5 groupements de producteurs en coton, tomates industrielles, lait biologique, blé dur et légumineuses. Sa dynamique s'appuie de plus en plus sur une stratégie de construction d'une agriculture durable, ancrée et à plus forte valeur ajoutée, dans un territoire, il faut noter, sans attractivité touristique. L'absence d'ingénierie territoriale, et ça c'est une innovation pour la Grèce au moins, est contrebalancée par la mobilisation de tout un réseau de soutien organisé à différentes échelles, locales, régionales, nationales et européennes, par le cluster territorial de Terra Thessalia et la coopérative elle-même. Participent à ces réseaux les 2 banques coopératives de Thessalie, les agences de développement du coin, la chambre de commerce d'artisanat et une dizaine de laboratoires de recherche. Enfin, il faut noter la contribution dans cet édifice d'une longue coopération à l'échelle européenne entre universités et centres de recherche, Clermont-Ferrand, SIAM, l'Université de Lausanne, qui ont su mettre l'accent sur des échanges d'expériences. Pour passer un peu aux activités de la coopérative, 8 ans après sa fondation, la coopérative est devenue un véritable lieu d'échange dont la zone d'influence dépasse, si vous voulez, l'échelle locale. Elle est passée à des filières de qualité dans l'élevage biologique, les légumineuses, pois chiches entrées dans le statut de IJP, et les activités artisanales, farine de pois chiches, fromage feta, traitement de la laine, etc.
La coopérative coordonne aujourd'hui toutes les formes de collaboration avec d'autres coopératives et laboratoires de recherche. Par exemple, un partenariat contractuel avec la société grecque portant sur son blé dur et sur son lait biologique. Enfin, pour terminer ces activités, elle offre à ses membres des services agricoles tels que le microcrédit en collaboration avec la Banque coopérative de Karditsa et le conseil, la vente d'intrants et un supermarket coopératif. Actuellement, et là je passe à l'agriculture régénératrice, la coopérative s'occupe de la mise en œuvre d'un projet international portant sur l'agriculture régénératrice et le coton. En Thessalie, je vous rappelle que l'intensification des catastrophes naturelles a fragilisé la résilience des systèmes de production d'une agriculture super modernisée. Mais soutenu par un réseau supralocal d'acteurs que je vous ai présenté tout à l'heure, NIPS a piloté depuis 2021 la mise en œuvre de cette pratique agroécologique connue sous le nom d'agriculture régénératrice. Cette action proposant la couverture de terres agricoles nues entre deux campagnes de culture de coton crée des liens, et ça c'est une découverte, entre agriculture intensive et élevage pastoral en combinant services écosystémiques et production d'aliments pour animaux. Ces liens favorisent la coopération entre les acteurs agriculteurs et éleveurs pour la première fois depuis l'adoption du système agricole intensif et le développement de nouveaux collectifs, qui est aussi très, très important et très intéressant. La dimension territoriale de la synergie entre l'agriculture régénératrice et l'élevage pastoral renforce l'intérêt local pour leur intégration en tant qu'élément de la composante agroécologique dans la régulation socio-économique du territoire. Cela soulève la nécessité de créer une structure de gouvernance pour cette synergie, création collective de la communauté des personnes impliquées. Ce système visant à l'autogestion des ressources communes constitue vraiment une institution de commun et fait activer un processus dynamique de transformation d'auto-organisation. Grâce à ce projet, pour terminer, un système de formation des producteurs se met en place avec la participation des institutions régionales, nationales et internationales. Et, in fine, cette dynamique transformatrice favorise l'innovation et le développement d'agroécosystèmes durables à dimension territoriale, ce qui crée un nouveau champ d'apprentissage pour ce petit territoire. Et comme petite conclusion, la coopérative apparaît finalement, 8 ans après sa fondation, comme une organisation capable de créer, d'acquérir et de transférer des connaissances, de modifier son plan d'action en fonction de nouvelles connaissances. L'exemple de son projet sur l'agriculture régénératrice a bien montré que le système d'éducation existant ne peut pas répondre à l'évolution des objectifs de formation dans son contexte territorial. La coopérative, on voit bien qu'elle réussit mieux à intégrer les divers partenaires dans des processus de coopération et d'interaction en interagissant en réseau. Elle inscrit l'apprentissage individuel, et ça c'est très intéressant, dans un contexte plus large, plus collectif et plus partenarial. Cette organisation, pour terminer, apprenante, propose et développe de façon innovante une approche davantage horizontale et réticulaire. Elle améliore sans cesse sa capacité d'apprentissage, notamment à partir de l'action et de l'expérimentation, de régulation, de retour d'expérience et de mémoire collective. Récemment, elle a proposé le fonctionnement de l'école rurale en collaboration avec divers organismes éducatifs, productifs et culturels de Grèce et de l'étranger, adressés aux agriculteurs et à la société locale, où l'objectif principal est apprendre la valeur de notre territoire. Voilà.
Merci beaucoup, Dimitri. C'est vrai que c'était hyper impressionnant cet exemple et je trouve qu'il illustre bien qu'on a capacité à faire évoluer les modèles en dialoguant dans des approches écosystémiques qui ne sont pas forcément au départ impulsées d'en haut, mais qu'il faut organiser, qu'il faut animer. Ça montre le rôle des coopératives aussi. Enfin, c'était très très inspirant. Merci de nous avoir partagé ça, Dimitris. On voit, moi c'est ce qui m'a frappé et la table ronde l'illustre aussi aujourd'hui, que la question des échelles et des multi-échelles, comment est-ce qu'on articule le fait d'être très ancré dans un territoire, mais de toute façon en étant aussi très lié à l'Europe, puisque donc la politique agricole commune, elle est extrêmement importante dans l'impulsion qu'elle va donner en matière de choix. On parlait de quelle agriculture, quel modèle. L'articulation entre l'échelle très locale et européenne, elle est fondamentale. Toi, c'est ce que tu vis. Du coup, Agnès, et on va terminer par ton témoignage. À la fois, tu es très ancrée dans ton territoire avec l'incubateur de la ferme L'Avancia. Et en même temps, j'aurais aimé qu'on termine cette table ronde avec une perspective européenne. Nous-mêmes, au niveau de Back to Earth, on va élargir aussi nos réflexions dans les mois à venir à une réflexion européenne sur la thématique du retour à la terre. Toi qui es experte auprès de la Commission européenne autour de ces sujets, et notamment donc, dans l'étude de projets de recherche, je crois, peut-être quelques mots pour terminer sur les travaux qui ont été faits au niveau de la PAC et qu'est-ce qui est poussé aujourd'hui pour faire évoluer la PAC pour répondre aux enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui de renouvellement de génération, de révision de modèles. Et voilà, si on peut terminer par cette mise en perspective-là. Agnès. Merci de me donner la parole. Je rebondis vraiment sur ce que disait Dimitris par rapport aux services écosystémiques et dans la question de l'agriculture régénératrice. Moi, j'ai envie de parler de capital social régénérateur également. C'est une des choses qui échappe complètement à la PAC. Si on veut réfléchir à la PAC, j'essaie de vous réveiller un peu, vous somnolerez pas. Réfléchissez à quand vous achetez un produit agricole, combien vous le payez. Souvent, s'il est bio et local, vous consentez à le payer un peu plus cher, mais sachez que vous consentez à le payer en fait 3 fois. Vous l'avez payé une fois parce que vous payez des impôts. Vos impôts contribuent à la PAC. 1/3 du budget de la communauté européenne est dévolu à la PAC. Ça serait bien de savoir que c'est dépensé à des fins efficaces. 1/3 la deuxième fois que vous l'avez payé, donc vous l'avez payé une fois au producteur ou à un revendeur qui fait une marge dessus, mais la deuxième fois que vous l'avez payé, c'est la solidarité nationale qui assure que les agriculteurs qui n'en dégagent pas de revenus vivent avec des minima sociaux. La moitié des agriculteurs qui s'installent peuvent prétendre à ces minima sociaux par éligibilité et certains ne le font pas. Bon nombre ne le font pas, pour des raisons nombreuses. Et enfin, vous payez le prix que vous payez aux producteurs. Je me suis peut-être embrouillée, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous payez beaucoup plus cher le produit que vous achetez. Et parfois, si on réfléchit à la PAC, on pourrait dire que la PAC, en fait, on la paye tellement cher et elle est tellement inefficace qu'on ferait mieux de nous offrir les produits qui sont un sous-produit de la PAC. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à ces effets pervers. Quand on achète un médicament, il y a toute une notice avec plein de petits mots, petites lignes, petits caractères. Et ils peuvent être très pernicieux, ces effets secondaires, mais c'est la PAC là, dont on parle. Et quand on parle de nouvelles installations et de reconvertis, c'est des gens qui sont le plus éloignés des codes et des conventions et des ententes qui sont déjà existantes sur la PAC. Donc, par exemple, on parle du foncier. Il y a des droits qui sont obtenus par la PAC qui sont relatifs à la surface détenue. Donc ces surfaces, elles sont accaparées. Les gens qui ont ces droits, qui touchent des sommes par hectare, ne vont pas lâcher ces terrains. Même s'il faut en lâcher 1 hectare pour qu'un maraîcher s'installe, ça fait 273 € en moins par an. Et ça, on ne va pas le lâcher. Moi, ce que je pense qu'on peut réfléchir en parlant de la PAC, c'est que ces effets soient moins nocifs. Je ne dis pas qu'il faut tout brûler, tout arrêter. On n'est pas dans le schéma de ce qui se passe chez Donald Trump qui arrête tout et qui verra après. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a et pour que ça contribue moins à une concentration des ressources qui est au détriment
de la diversification et certainement de la souveraineté alimentaire dont on parlait. Sous sa forme actuelle, la PAC, elle a une série de freins. Elle présente des freins. Et les subventions actuelles ne donnent pas les résultats qu'on souhaiterait. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Tout comme, par exemple, dont tu parlais, les dotations diverses pour les jeunes agriculteurs ou les nouveaux agriculteurs, si on les étudie attentivement, on se rend compte qu'elles ne sont pas efficientes et qu'elles ne donnent pas les résultats qu'on souhaiterait vraiment. La taille des fermes est l'atout financier actuellement dans la forme de la PAC historique. Et ce n'est pas nécessairement pertinent, la taille des fermes, pour le développement et l'essor, la préservation du secteur agricole. L'essor du secteur agricole, est-ce qu'il est vraiment déterminé par la taille ou parce que produit la ferme? Et les subventions de la PAC, elles incitent à la monoculture, parce que c'est plus simple, et elles sont à l'encontre de l'agriculture régénératrice et vertueuse, parce que c'est plus compliqué à manier. Les petites fermes, vous le savez certainement, elles sont souvent plus productives au mètre carré, et elles dégagent des services écosystémiques dont parlait Dimitris. Et ces services écosystémiques qui peuvent donner du renouveau à des zones rurales où la déprise a été forte, mais elles sont beaucoup plus difficiles à mesurer et donc beaucoup plus faciles à oublier et pas simples à reconnaître de façon incitative avec des financements. Donc on veut changer. Si on avait la liste au Père Noël, la lettre de comment améliorer la PAC pour qu'elle soit plus incitative et plus redistributive, on voudrait plafonner les montants qui sont alloués à un seul exploitant, une ferme, un groupement d'exploitants, des coopératives ou des holdings. Actuellement, une bonne part de la PAC en France rétribue des agro-industriels, ce qui n'est pas du tout le but premier. À une époque, sachez que le roi d'Angleterre, à l'époque quand il était le prince, était le plus grand bénéficiaire de la PAC au Royaume-Uni. Est-ce que c'est une logique qu'on souhaite cautionner? Je ne pense pas. Moi, je vous propose de réfléchir à rendre les aides dégressives sur 5 années, par exemple, pour qu'elles ne soient pas une béquille permanente et un apport en trésorerie, mais un coup de pouce pour les démarrages. Vu qu'on va avoir un panier qui est une ressource qui n'est pas infinie, réfléchissons à la mettre à son plus fort potentiel. Et rendre ces aides proportionnelles à des critères vertueux et pertinents, comme l'agriculture régénératrice, comme des emplois créés dans des zones rurales, la séquestration du carbone, la protection de la biodiversité, le maintien de la certification bio et pas uniquement la conversion, et ainsi de suite. Je vous laisse imaginer ici tout plein de... Là, on peut se laisser libre de tout souhaiter. Mais la contribution de la PAC, elle serait d'inciter les relocalisations des productions et de la consommation pour que les projets alimentaires territoriaux prennent tout leur sens et réalisent leur réel potentiel. Actuellement, il y a pléthore de niveaux de projets alimentaires territoriaux jusqu'au niveau de la commune. Mais est-ce qu'ils peuvent réaliser vraiment, en l'absence de structuration, de réflexion constructive et de projets communs? On parle de projets communs. Ça dépend entièrement de cette cohésion autour d'un projet. Et moi, je dirais qu'il faut faciliter l'accès aux aides aux petits agriculteurs, aux petits exploitants diversifiés, comme on a vu avec Thomas, parce que leurs dossiers sont plus longs, plus fastidieux, plus compliqués à instruire et à contrôler. Et en réduisant l'accès aux agro-industriels, bon, on ne va pas parler de sujets qui fâchent, mais notamment ceux qui rémunèrent des actionnaires, s'ils ont les moyens de rémunérer des actionnaires, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de notre argent public, de la PAC, qui en fait se retrouve à être un transfert du public au privé? Est-ce que ça vous semble logique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut questionner? Enfin, je dirais qu'il faudrait éliminer les minima de surface, parce qu'il y a des activités sur des très petites surfaces qui peuvent avoir des bienfaits importants à plein de niveaux, que je ne vais pas vous rebassiner, mais... Et du moment que la ferme ou l'exploitation ou l'entité remplirait des critères environnementaux ou de services écosystémiques, comme la politique européenne de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, si on réfléchit à ce que ces critères environnementaux soient mesurés
et soit validé et soit avéré, est-ce que ce ne serait pas plutôt là-dessus qu'on voudrait dépenser l'argent de notre PAC? Merci. Merci Agnès pour ta contribution engagée. Donc, c'est des sujets évidemment que vous portez, qui sont discutés à l'échelle européenne, mais qui, vous vous en doutez, rencontrent beaucoup de freins de résistance. Mais c'était en tout cas pour vous illustrer la nécessité d'adresser ces sujets du très local au macro et la complexité et donc du coup un peu la lenteur qu'impliquent ces basculements. Je pense qu'on a eu de beaux exemples. Merci à chacun des intervenants pour leur contribution.